réclame donc des mesures plus musclées. Dans la presse, on dit que c'est à un mur que se heurte la ministre Louise Arel avec sa politique de l'aide sociale. C'est que le gouvernement ne mettra pas plus d'argent que prévu et une série d'adoucissements serait même ignorée. Dans le Soleil, on dit que c'est vraiment la hache dans la culture, c'est que les maires de la communauté urbaine de Québec ont décidé de réduire de 245 000 $ leurs subventions aux organismes culturels de la région de Québec. Or, la ministre de la Culture, Louise Beaudoin, les supplie d'annuler cette décision. Elle dit qu'une seule carte peut faire s'écrouler tout le château. Dans la Gazette, après McGill hier, c'est de l'Université Concordia dont il est question aujourd'hui. Et là aussi, on rationalise 100 programmes pourraient disparaître ou être fusionnés, et notamment au sein des arts et des sciences. Le Globe and Mail de Toronto, pendant ce temps, de son côté, parle des résultats d'une étude qui, de l'avis des hommes dirigeants d'entreprises, met sur le dos de l'inexpérience le fait que les femmes n'atteignent pas les plus hauts sommets dans les compagnies canadiennes. Alors que pour les femmes, la perception est tout autre. La cause, elle les impute donc aux stéréotypes mâles à ce sujet. Dans le droit d'Ottawa, alors c'est la demande d'un présumé meurtrier qui veut être remis en liberté pour passer Noël en famille, alors que dans le Journal de Montréal, grosse nouvelle, ce témoignage d'un délateur, des assassins présumés des gardiens de prison, les événements récents, seraient des personnages importants au sein des Rockers. Et aujourd'hui, on se penche sur le fédéralisme. Oui, d'abord, c'est une analyse de Chantal Hébert dans la presse, dans la foulée de la rencontre des ministres des Finances et puis celle des premiers ministres. Alors, elle traite du fédéralisme à l'heure des surplus. Ce qu'elle dit, c'est que le vrai sujet qui intéresse les provinces, toutes tendances confondues, c'est de prendre leur place dans le budget sur le partage des surplus budgétaires qui se profilent à l'horizon. Et qu'en bout de piste, du point de vue des libéraux fédéraux, le choix se résume en partie à donner à des adversaires politiques la marge de manœuvre budgétaire pour se faire valoir auprès de leur électorat ou bien la garder pour eux. Ce qui nous amène à un texte fort intéressant de Michel Vastel dans Le Soleil et dans le droit, avec un titre accrocheur, Bouchard, Duplessis et Trudeau, même combat. Ce qu'il fait voir, c'est qu'en 1957, dans Cité libre, Pierre-Éliott Trudeau écrivait, avec une honnêteté intellectuelle qui l'honore, qu'il s'entendait fort bien avec certaines attitudes de Maurice Duplessis et des nationalistes. C'est, dit Vastel, que M. Trudeau défendait à ce moment-là le sacro-saint principe de la démocratie représentative. Il soulignait, Trudeau, à l'époque, que si un gouvernement dispose d'une telle surabondance de revenus qu'il entreprend d'assurer la partie du bien commun qui n'est pas de sa juridiction, eh bien que la présomption se crée qu'un tel gouvernement a pris plus que sa part de la capacité taxable. Que 40 ans plus tard, les mêmes arguments pourraient être repris mot pour mot par Lucien Bouchard pour repousser l'intention de Jean Chrétien de distribuer, par exemple, des subventions aux universités québécoises. Et mieux encore, Trudeau, dit-il, approuvait à l'époque la décision de Maurice Duplessis de punir les universités qui se laisseraient tenter par l'argent d'Ottawa, ce que Pauline Marois veut faire en 1997. Alors, ces questions, est-ce que Stéphane Dion osera lui écrire une lettre à lui aussi, à Pierre-Éliott Trudeau? Alain Dubuc dans la presse, il commente, lui, le récent sondage Angus Reid, selon lequel non seulement 86% des Québécois se disent fatigués d'entendre parler de référendum et de constitution, mais que 61% d'entre eux ne veulent pas que le gouvernement Bouchard, s'il remporte la prochaine élection, déclenche un autre référendum durant son mandat. Alors, ce qui amène Dubuc à dire que le camp majoritaire n'est ni celui du oui, ni celui du non, mais celui de ceux qui veulent passer à autre chose et que Lucien Bouchard, s'il est le premier ministre de tous les Québécois, doit en prendre acte. Agnès Gruda dans la presse, elle traite de la mutation qui provoque beaucoup de grincements dans le milieu collégial. Une nouvelle culture de travail est en train de s'installer, fait-elle valoir, parce qu'autour de l'an 2002, la moitié des professeurs auront été remplacés et les plus jeunes ne seront pas issus des univers douillets à l'abri des critiques. C'est ce qui permet, croit-elle, de penser que les tâches qui assombrissent la radiographie prise récemment par le Conseil supérieur de l'éducation révèlent une crise de croissance dans le milieu collégial plutôt qu'une maladie fatale. Jean-Jacques Sanson dans Le Soleil, il plaide en faveur des obstétriciens gynécologues. Il dit que même si leur attitude présente dégage une odeur de chantage, on voit mal comment le ministre Rochon peut justifier de ne pas leur accorder des conditions comparables à celles qui sont offertes dans les provinces voisines au plan des assurances et de la tarification des actes, à moins d'encourager l'exode. Et que pour ce faire, il faudra dégager
une dizaine de millions de dollars. Où les prendre? Il pourrait commencer, dit-il, par épargner sur les coûteuses campagnes de publicité pour convaincre les Québécois que tout va bien dans la santé. Et je voudrais terminer avec les commandites du tabac. Il y a 2 textes là-dessus qui sont importants. Jean-Robert Sans Façon dans le Devoir, avec la menace de cesser de commanditer dès maintenant tous les événements culturels et sportifs. Il dit qu'Imperial Tobacco force le gouvernement fédéral à faire vite, ou bien il revient en arrière et reporte de quelques années l'entrée en vigueur des articles de la loi qui touchent la commandite, ou bien il décide de créer enfin un fonds de transition à l'intention des organismes directement touchés par la décision des fabricants. Et Sans Façon appuie ce deuxième choix, alors que De Gazette est beaucoup plus dur envers les compagnies de tabac, dur mais clair. Le Grand Prix menace de quitter le Canada s'il n'a pas les 4 millions d'Imperial Tobacco, eh bien qu'il parte, dit De Gazette. À chaque fois que Jacques Villeneuve affiche Rothmans sur son uniforme, il légitimise l'usage d'un produit mortel. Il y a d'autres commanditaires potentiels, dit De Gazette. Par exemple, les banques, qui pourraient ainsi justifier socialement leur profit record. Quant à l'abolition de la commandite du tabac, De Gazette dit que c'est mondial, que c'est irréversible et qu'il vaut mieux plus tôt que trop tard. Wow. Caricature cette fois. Et bien, dans le Devoir, de Garnat, voyez les ministres Père Noël des Finances, alors T-Bébel dans ta cour, s'en va-t-il l'un et l'autre, et puis Chapelot dans la presse. Avec la chaîne, mais là, j'en ai un à moi, à Terrebonne, situé à Terrebonne, alors c'est merveilleux. Vous avez un Nichols pour vous à Terrebonne. Exactement. Est-ce que vous y chantez quand même un peu, Claudette? Ben, j'y chante quand même un peu. Ouais. Je suis née comme ça, puis je vais mourir comme ça. Vous êtes une Dion, après tout? Ah, ben, c'est en plein ça. Ça a l'air qu'elle